Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Mains dans la Terre. Je m'appelle Sarah et pendant 6 mois, je pars mettre les mains dans la terre aux côtés de paysans et de paysannes des fermes de France pour leur poser la question suivante. Comment revient-on à une agriculture nourricière ? À une agriculture qui nourrit son territoire au lieu d'être exportée ailleurs. Je pars donc à côté de chez nous, à la rencontre de celles et ceux qui chaque jour mettent les mains dans la terre. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène aujourd'hui à la ferme de l'Envol, basée au cœur de l'Essonne. Cette ferme est pour le moins originale car elle est située sur l'ancienne base aérienne 217, juste à côté des entrepôts Amazon. Je vous parlais dans l'épisode précédent de la couveuse agricole Les Champs des Possibles. La ferme de l'Envol, c'est un de ces fameux espaces tests qui accueillent des couvées pour venir tester leur activité agricole et pourquoi pas devenir associés de la ferme. Car avec son modèle innovant basé sur la force du collectif, cette ferme se donne pour objectif de rendre le métier paysan plus accessible et plus sexy pour des personnes qui ne seraient pas issues du milieu agricole. Avec un certain salaire et la possibilité de prendre 5 semaines de vacances par exemple. Mais pas seulement. Elle se donne aussi pour objectif de démontrer la viabilité économique des fermes agroécologiques pour améliorer l'autonomie alimentaire des territoires. Un combat mené de front avec l'association Ferme d'Avenir. En guise de brève de campagne, je laisse donc Sophie de Ferme d'Avenir nous en dire plus. Bonne écoute! Alors Sophie, moi je suis ingénieure agro chez Ferme d'Avenir depuis maintenant 2 ans. Je fais de l'installation de ferme en Île-de-France et je m'occupe également des formations pour les gens qui souhaitent se reconvertir vers des métiers agricoles. Et aujourd'hui sur la ferme de l'Envol, on a la chance de faire le premier chantier de plantation agroforestier qui va être phasé sur 5 ans. Et là on plante cette année les premières haies brise-vent devant les serres et les premières haies mellifères. Voilà. Ferme d'Avenir, sinon plus largement, c'est une association qui a été créée en 2013 pour accélérer la transition agricole et agroécologique. Et avec notamment donc, un pôle de production pour de la création, de la conversion et de l'installation de fermes, un pôle de formation pour des personnes qui souhaitent justement changer de métier et se tourner vers des métiers agricoles, et également un pôle de communication, plaidoyer, qui pousse justement pour plus d'agriculture, en tout cas dans nos sociétés. Et on a également aussi un programme compagnonnage qui va commencer demain, qui permet à 32 personnes, dont des compagnons réfugiés, de faire le tour des fermes du réseau Ferme d'Avenir, de se former par le travail de la main, et à l'issue de ces 8 mois de formation, de monter des fermes ou d'intégrer des fermes en tant que salarié agricole. Super, et est-ce que tu peux nous raconter ici quel a été le rôle de Ferme d'Avenir dans le développement du projet de la ferme de l'Envol, qui est un projet d'envergure ? Ouais, alors Ferme d'Avenir a été aux prémices du projet, avec ma collègue Marie Lemélédo, qui s'est occupée de faire toutes les études préalables du projet avec l'agglomération Cœur d'Essonne. Ils ont été pionniers là-dessus. Et l'idée, c'était de récupérer des terrains militaires qui ont été cédés à l'euro symbolique à l'agglomération d'Essonne pour justement monter une ferme en polyculture élevage avec du maraîchage, de l'élevage, un paysan ou une paysanne boulangère. À terme, ça sera plus de 13 agriculteurs et agricultrices qui seront sur le site et qui travailleront sous forme de SCOP. Donc une SCOP, c'est une société coopérative de production. Un homme égale une voix. Donc c'est assez particulier dans la mesure où c'est un vrai projet politique, puisque dans la SCOP, on n'est pas reconnu comme chef d'exploitation. Donc on n'a pas le droit à toutes les aides classiques, notamment la fameuse DJA, la dotation jeunes agriculteurs. Mais ça permet justement d'être sur un système beaucoup plus horizontal, où chaque personne contribue de la même manière au projet. Même si le maraîchage rapporte plus de chiffre d'affaires que l'élevage, on a besoin d'élevage pour faire du maraîchage, notamment pour la matière organique. Et donc on estime que tout le monde doit être payé et rémunéré de la même manière. Donc en fait, les revenus sont mutualisés et ensuite chacun se paye avec l'ensemble des revenus, c'est ça ? C'est ça, en fait, il y a un salaire qui est équivalent pour tout le monde. Là, l'idée, c'est d'avoir un salaire entre 2 000 € et 2 500 € net pour tout le monde. Donc c'est un vrai projet politique dans la mesure où aujourd'hui, la moyenne du revenu des agriculteurs en France est de 1 390 €, toutes professions confondues, donc à savoir aussi bien des viticulteurs que des éleveurs. On met tout le monde dans le même panier et on prend une moyenne, ce qui n'est pas forcément représentatif, sachant qu'aujourd'hui, il y a 20% des exploitations en France qui vivent grâce aux aides de la PAC.
Sans cela, elle serait dans le rouge. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, on fait un projet commun, on travaille tous ensemble, on est tous au même niveau, peu importe ce qu'on fait au sein de la ferme, et on a justement un salaire qui reflète le travail et non pas le chiffre d'affaires. Et donc toi, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, d'où ta présence aujourd'hui. Tu as aidé justement les associés de la ferme de l'Envol à designer le terrain et les 75 hectares de la ferme, c'est ça? Alors nous, on a Ferme d'Avenir, moi en tant que Ferme d'Avenir, on a avec mon collègue Bertrand, on a aidé à faire tout le design agroforestier. Sachant qu'on partait d'un terrain nu, une ancienne base militaire avec une piste d'atterrissage, le paysage est assez plat et peu arboré. Donc l'idée c'était de recréer des paysages de bocage avec de la haie champêtre, de la haie mellifère, remettre aussi du fruitier pour diversifier les revenus de la ferme et aussi tout ce qui va être alimentation, d'avoir plus de fruits, de baies sur la ferme, et également de recréer des corridors écologiques et des brise-vents pour ramener de la faune localement sur le site. Ok. Voilà, donc ça c'est un projet sur 5 ans. Et là aujourd'hui c'est la première phase de la plantation. La plantation d'arbres arrive. Ah, c'est les arbres. Ah, c'est clair. Oh là, ah, il y a du monde. Maintenant, on va aller rencontrer ceux qui mettent les mains dans la terre ici à la ferme de l'Envol. Mais avant d'aller rencontrer les couvées, on va aller aider Laurent à désherber. Comme c'est un des fondateurs de la ferme, il va nous en dire plus sur le projet. Salut Laurent. Bonjour Sarah. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots et nous parler de la ferme de l'Envol? Me présenter, je suis maraîcher en agriculture biologique depuis 20 ans, 21 ans presque maintenant. Après des études agricoles conventionnelles. À l'époque, il n'y avait pas de formation en maraîchage bio, mais c'est un peu le hasard qui m'a amené à être maraîcher. C'est pas les choix que j'ai fait vraiment, c'est le hasard, une intuition, je sais pas trop. Et donc j'ai passé 20 ans sur la ferme sur laquelle je me suis installé grâce à mon ex-associé qui était fils de céréalier, qui avait un peu de terre disponible et qui voulait un peu changer la façon de faire sur sa ferme et qui a voulu développer un atelier de maraîchage bio. Donc on a commencé il y a 20 ans. J'ai passé 20 ans sur la ferme avec lui et puis là j'ai eu envie d'aller vers autre chose, on va dire. Ça fonctionnait très bien. Grâce à cette expérience-là, j'ai découvert les AMAP qui m'ont amené plein de choses, aussi bien dans un premier temps d'un point de vue économique qu'après en compréhension un peu d'un système un peu différent où voilà, nous on était passionnés par l'agriculture, par la production en agriculture biologique. Et après il y avait un côté commercial qui était un peu contradictoire. Surtout il y a 20 ans quand c'était un peu moins reconnu le bio, où c'était vraiment un peu réservé à une petite élite, dans des petits magasins, des choses comme ça. C'était un peu compliqué de faire sa place là-dedans et d'avoir envie de faire sa place là-dedans. De savoir pour qui on produisait, pour qui on faisait des efforts, à quel prix humain et à quel prix de vente derrière, voilà, c'était pas évident. Donc les AMAP ça a solutionné beaucoup de choses. Et par contre c'est un peu ça aussi qui m'a fait comprendre que c'était pas un truc individuel, on va dire, enfin c'était pas mon petit projet à moi, mais que c'était plutôt un enjeu beaucoup plus large. Et que pour y répondre à cet enjeu plus large, j'ai eu le sentiment qu'il fallait qu'on passe à une vitesse un peu supérieure. Toujours pour le plaisir d'un côté, qui était d'avoir une ferme plus intéressante, plus diversifiée, avec des animaux, avec des céréales, voilà, quelque chose de plus complet, on va dire, du métier de paysan, et pas une spécialisation qui est le maraîchage, qui est super intéressante, qui est super diversifiée. Et moi, je me vois peut-être pas demain être céréalier ou éleveur, mais en tout cas, je me vois bien sur une ferme où je puisse donner des coups de main aux céréaliers, aux éleveurs, qu'on travaille ensemble, on va dire, et voir un peu, pas rester, on va dire, fermé sur le maraîchage, et être vraiment sur toutes les plantes, sur toutes les cultures, tous les animaux possibles. Et voilà. Et donc le lieu où on est aujourd'hui, c'est la ferme de l'Envol, c'est à Brétigny-sur-Orge, Leudeville et le Plessis-Pâté, 3 communes. Et on fait la particularité que c'est une ancienne base militaire. Donc on a fait un peu l'inverse du Larzac. Au Larzac, ils ont viré les paysans pour mettre des militaires. Ici, on n'a pas viré les militaires, c'est M. Sarkozy qui l'a fait. Et en fait, l'agglomération a eu un enjeu après de recréer des activités sur la base. Ils ont créé plein de sortes d'activités, plus ou moins intéressantes, mais ils ont depuis longtemps voulu garder une partie de la surface, on va dire, pour de l'agricole, sachant que c'était des terres agricoles. Donc nous, ça fait un moment qu'on travaille là-dessus, avec plusieurs associations dans lesquelles j'étais, avec les Champs des Possibles, avec le réseau des AMAP, le pôle à biosol qui regroupe un peu tout ça avec le GAB et les Terres de Liens. Donc c'est parti un peu de là, avec notre envie à nous, particulièrement à Champs des Possibles, de développer plutôt un modèle coopératif, de travail en commun, avec une nouvelle façon un peu de gérer les choses. Et du coup, qui est-ce qui travaille aujourd'hui sur la ferme de l'Envol? Vous êtes combien de maraîchers en collectif? Alors, aujourd'hui précisément on est nombreux, mais c'est parce qu'il y a aussi des stagiaires.
Là, à l'heure actuelle, on est 3 associés. Donc il y a Anaïs, Eric et moi. Nous, on bosse sur le projet depuis plusieurs années. Anaïs, elle a commencé par être couveuse sur ma ferme, sur mon ancienne ferme, avant de rejoindre le projet et voilà, d'être associée aujourd'hui dès la création du projet, on va dire. Eric, lui, avait sa ferme depuis 10 ans et donc il nous a rejoint. Moi, avec lui, ça fait 3 ans qu'on discute de ce projet-là et que lui est chaud pour participer avec moi à ce projet-là. Et ensuite, donc on a Yvan qui nous a rejoint au début de l'année 2020. Depuis le début de l'année 2021, il y a Théo qui nous a rejoint. On l'a rencontré en stage l'année dernière. Il est venu en stage pendant son BTS à la ferme. On l'a découvert, il nous a découvert, on s'est bien entendu. Ça l'a fait aller plus loin dans son projet qui était potentiellement d'être maraîcher. Ça lui a fait se dire que c'était possible et que ça l'intéressait, que ça intéresserait de le commencer avec nous, éventuellement de devenir associé avec nous. Donc il est rentré en couveuse avec les champs des possibles à partir du 1er janvier 2021. Et en même temps, il y a Florian qui nous a rejoint même un petit peu avant, parce que lui, je le connaissais depuis longtemps. Donc il est venu en stage de 3e chez moi, donc il y a un petit moment, il a 20 ans aujourd'hui, donc il avait une quinzaine d'années. Et c'était un des seuls jeunes que j'ai rencontré stage-là, qui était déjà passionné d'agriculture, qui savait déjà qu'il voulait faire ce métier-là, et en plus dans l'élevage, ce qui est quand même pas très courant. Et puis finalement, quand le projet a commencé, je l'ai recroisé. Il était en BTS production animale, donc il n'avait pas lâché l'affaire. Mais avec toujours la complexité de se dire comment je vais réussir un jour à m'installer. Est-ce que je vais devoir être salarié toute ma vie chez un autre producteur? Est-ce que je vais trouver un producteur qui va me vouloir comme associé? En tout cas, quand on s'est rencontrés, que je lui ai parlé du projet, ça l'a carrément botté. Et depuis qu'il a fini ses études, on s'est dit comment on va l'intégrer dans la ferme au plus vite possible, sachant qu'on veut créer une activité d'élevage. Et qu'en même temps, on a besoin de créer un peu le collectif. Et voilà, on ne voulait pas attendre 2 ou 3 ans d'être prêt à accueillir les animaux, enfin d'avoir tous les bâtiments, toutes les choses comme ça pour pouvoir commencer. Donc lui, on lui a proposé en fait d'avoir une activité un peu de maraîcher au début pour intégrer l'élevage au fur et à mesure. Et qu'au fur et à mesure, plus l'élevage se développerait, plus il arrêterait le maraîchage et plus il se consacrerait à l'élevage. Sachant que sur notre ferme, on aimerait bien être quand même assez diversifié dans nos activités. Et qu'en gros, même si lui sera sûrement pendant longtemps le spécialiste de l'élevage sur la ferme, ça n'empêche pas de lui donner un coup de main, de le remplacer quand il doit partir, enfin quand il a envie de partir en vacances, partir en week-end, ce qui est le cas d'ailleurs actuellement. Voilà, qu'on puisse aller s'occuper de ses brebis pendant qu'il n'est pas là et que lui nous donne des coups de main en maraîchage et que tous on soit capable de remplacer un peu les uns les autres sur la ferme. Et donc voilà, et aujourd'hui en plus il y a Maxence et Ellie qui sont 2 stagiaires, pareil, qui se posent des questions sur le fait de faire du maraîchage, qui font une formation. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi le projet sur la ferme de l'Envol? Je sais que ça s'inscrit dans le projet Sésame. Donc ouais, le projet Sésame, c'est parti en fait de Cœur d'Essonne, c'est Cœur d'Essonne qui a répondu à l'appel à projet. Par contre, en fait, c'est plutôt parti de notre ferme que notre ferme qu'en fait partie, dans le sens où c'est d'abord avoir travaillé pour l'agglo sur notre projet à nous, qui les a inspirés en fait pour se dire en gros c'est super, on va faire une ferme mais ça suffit pas. Il faut qu'on fasse beaucoup plus de fermes, comment on pourrait le faire, et que là ils ont cherché un peu des moyens et qu'ils ont trouvé un appel à projet national. Le TIGA, ça s'appelait à l'époque Territoire d'innovation et de grande ambition pour développer l'économie sur les territoires. Et qu'en gros, ils se sont dit développer l'économie, il y a plein de façons de le faire. Et nous, on pense que développer l'économie de l'agriculture biologique, les circuits courts, l'alimentation des cantines scolaires, tout ça, ça serait intéressant. Donc ils ont rempli cet appel à projet-là. Donc on s'est un peu servi de l'exemple de la ferme de l'Envol pour montrer ce qu'on pourrait faire et reproduire, en mettant un peu un rôle central dans la ferme de l'Envol, qui était d'être un peu un laboratoire de plein de pratiques agricoles, de pratiques entrepreneuriales, de coopératives, de choses comme ça, de partenariats assez serrés, on va dire, entre les producteurs, les distributeurs, les consommateurs, avec le modèle des AMAP, avec tout ce qu'on est en train d'essayer de créer sur la ferme, pour justement se dire que c'était une dynamique qui pouvait permettre de créer beaucoup de fermes sur le territoire et de changer un peu la face du territoire et d'être vraiment une agglomération un peu innovante là-dedans et qui pousserait vraiment à l'installation. Sachant que les projets financés par l'État comme ça, c'est justement toujours, nous on est un laboratoire pour le projet Sésame, et le Sésame est un laboratoire pour le développement agricole de la France, voire de l'Europe, on peut imaginer, en se disant on met de l'argent un peu à cet endroit-là, on voit un peu comment ça se passe, et si ça se passe bien et si on trouve ça pertinent, on peut le reproduire sur d'autres territoires. Donc c'est un peu l'ambition de ce projet-là. Ok. Et donc c'est une ambition de nourrir, on a pu lire, 10% de la population de l'agglo et 50% de la restauration collective, c'est ça? C'est ça, c'est les chiffres qui sont sortis. Alors il faut des chiffres toujours pour défendre un projet, pour montrer un peu ce que ça pourrait représenter. Après voilà, faut pas rester bloqué sur ces chiffres-là. En tout cas, le but c'est vraiment de développer le plus possible l'agriculture locale, l'agriculture biologique dans tous les cas, et qui soit vraiment en lien avec le territoire, qui nourrisse au maximum le territoire, qui soit moins porté vers l'exportation, que ce soit vers la ville de Paris ou vers les autres régions, mais vraiment de se dire les territoires doivent devenir autonomes. Et quand on a un territoire un peu mixte entre l'agriculture et l'urbain, on va dire comme la communauté d'agglo sur laquelle on est, on peut dire qu'on ne sera peut-être pas autonome, mais qu'en tout cas on peut de plus en plus forcer la partie qu'on va produire nous-mêmes pour alimenter le territoire, de différentes façons, comme je disais tout à l'heure,
enfin restauration collective comme citoyens directement qui vont acheter leurs légumes, leurs produits laitiers, leurs choses comme ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, dans cette région, est-ce que tu sais comment ça se passe au niveau justement de l'autonomie alimentaire? C'est quoi la situation actuelle? L'autonomie alimentaire de France, elle est chaude, mais elle sera jamais vraiment possible. Il y a une concentration de population qui est impossible à gérer au niveau de l'autonomie du territoire. Le plus gros problème, c'est Paris, quoi. Il y a 6 millions d'habitants dans un territoire où il n'y a pas d'agriculture possible. Donc déjà, on peut se demander comment les départements limitrophes nourriraient Paris. Mais surtout que les départements limitrophes, ils ont chacun une grosse population qui pourrait avoir envie de nourrir eux-mêmes. Donc en gros, le plus gros problème, c'est Paris. Si on extrait Paris et qu'on prend la banlieue, c'est de nouveau 6 millions d'habitants. Si on prend toutes les terres du 77, du 78, du 91, un peu dans le 94, beaucoup moins dans le 93, on va dire qu'on pourrait commencer à imaginer, pas être 100% autonome, c'est pas le but, mais être vraiment, avoir une bonne base d'alimentation qui soit poussée localement. Après, il y a toujours ce problème-là de se dire l'autonomie de l'Île-de-France. Ça ne peut pas être l'Île-de-France, on va dire les départements de la région Île-de-France qui vont la fournir. Au niveau 90% de l'alimentation de base, on va dire, sans chercher des choses qui vont forcément être importées. Mais on n'a pas la quantité parce qu'il y a trop d'habitants. Il y a un cinquième de la population, enfin un cinquième, je ne sais même pas aujourd'hui, 12 millions sur 60 millions, pour un territoire qui est quand même pas si grand que ça, même si on a beaucoup de terres agricoles. Donc en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que la priorité, c'est pas d'être 100% autonome parce que c'est quasiment impossible, mais qu'au moins ce qui est produit sur place, ça reste sur place. Ça serait un peu stupide que ça parte au bout de la France, voire à l'étranger, pour nourrir les animaux, pour faire de l'industrie, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui. Les chiffres exacts de comment on pourrait être autonome, plus on sera productif sur des petites surfaces et tout ça, plus on pourra être autonome, mais il y a du travail, quoi. Il y a quelques dizaines de milliers de paysans installés, de fermes à créer, d'arrêter de bétonner des terres, de choses comme ça. Ok, celui-là il montrera donc les autres parce qu'il y avait des plantes qu'on poussait dessus. Des champignons et des petits vers de terre qui vont bien. Une des ambitions de la ferme de l'Envol, c'est aussi justement de former des agriculteurs, notamment grâce à votre activité d'espace test agricole. Donc aujourd'hui, vous accueillez des couvées. Comment ça se passe exactement? Et du coup, comment vous vous organisez avec les champs des possibles pour accueillir des couvées? Alors, Champ des possibles, ça a été créé par Réseau des Amas pour l'Île-de-France il y a 10 ans à peu près maintenant, un peu plus de 10 ans. À une époque où il y avait très peu d'espace test agricole, mais où il y avait beaucoup d'espace test dans d'autres métiers. Donc c'était vraiment l'idée d'avoir une structure qui accompagne des porteurs de projets pour leur permettre en fait de créer leur entreprise, enfin de tester leur activité plutôt dans un premier temps, de commencer à créer leur activité en développant une clientèle, en se testant au métier, en voyant si ça leur plaisait vraiment et tout ça. Et une fois qu'ils étaient suffisamment rentables, de se dire je m'émancipe de la structure, je crée ma propre société avec différentes formes juridiques potentielles, mais voilà, en connaissance de cause, on va dire, de ne pas commencer en sortant d'école à se dire je crée ma société, on verra bien si ça marche ou pas. C'est d'abord, je la crée en étant un peu couvert administrativement, et ensuite si je vois que ça commence à prendre, quand je sens que ça commence à prendre suffisamment, je développe l'activité, et là je deviens un vrai entrepreneur. Donc c'est entrepreneur à essai, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est on s'essaye d'être entrepreneur en prenant pas trop de risques, en étant un peu couvert, et quand on sent que ça part, là on peut y aller. Sachant que l'autre cas possible c'était de se lancer et puis finalement de faire faillite rapidement parce qu'on se rend compte soit que le métier ne nous plaît pas, soit qu'il ne correspond pas, soit que le marché n'est pas le bon, des choses comme ça, et que là en général c'est des gens qui sont endettés pour des années derrière, quoi. Donc c'était un peu ça l'idée. Le maître agricole ça a été compliqué parce que c'est pas du tout la même chose qu'un graphiste ou un plombier qui a besoin, le plombier d'une camionnette et d'une boîte à outils, on va dire, le graphiste d'un bel ordinateur, et voilà, c'est des frais assez limités, on va dire. Par contre en agriculture il faut des terrains, il y a toute la législation sur la disponibilité des terrains, il faut des bâtiments, alors si c'est des animaux c'est encore une autre complexité, il faut des tracteurs, il faut des chambres froides, des choses comme ça. Donc il y a une implication matérielle qui est beaucoup plus compliquée, donc ça a mis un peu de temps à se créer. Aujourd'hui par contre quasiment dans tous les départements de France il y a des couveuses d'activité, donc sur différents modèles. Celle de Champ des possibles elle est un peu particulière, c'est devenu une coopérative aujourd'hui. Mais en gros c'est un peu l'aboutissement de 10 ans un peu de travail, justement toujours dans le même objectif de faciliter l'installation de nouveaux porteurs de projets, en leur permettant de se tester, de voir et puis de créer leur entreprise, quoi. De quoi les couvées ils peuvent profiter du coup quand ils ont accès à un espace test agricole? En gros il y a deux formes d'espace test en agriculture. C'est la forme en immersion qui est vraiment pratiquée fortement par Champ des possibles. Donc immersion c'est vraiment dans une équipe, c'est ce qu'on pratique nous à l'heure actuelle. Dans une équipe, un porteur de projet qui rentre, dans une équipe déjà créée, donc une personne ou plusieurs paysans qui travaillent déjà ensemble. Et il va jouer le rôle d'un pseudo-associé, on va dire, pendant la période où il est en couveuse. Donc en gros, on va se partager le travail. Alors bien sûr, il y a plus d'antériorité chez le paysan en place. Par contre, il va participer à toutes les tâches. On va essayer qu'il participe à toutes les tâches, que ce soit aussi bien au niveau productif qu'au niveau administratif. Voilà, vraiment l'inclure dans tout ça.
Et donc il va participer à la production globale de la ferme et une partie va lui revenir. Donc en général, nous avec Champs des Possibles, on travaille quasiment qu'en AMAP, pour le maraîchage quasiment qu'en AMAP, à 99% on va dire. Et donc l'idée c'est qu'on va en général lui allouer, je sais pas, l'équivalent de 30 paniers, 40 paniers de légumes, 40 parts de récolte pour mieux parler, qui vont lui permettre en gros de financer un revenu. Sachant qu'il y a une particularité dans la couveuse activité, c'est qu'on a, grâce à ce système-là, on a accès à des contrats un peu spéciaux qui sont les contrats CAP, qui permet en fait, quand on crée une entreprise, de toucher les droits au chômage pendant le temps qu'on crée l'entreprise, jusqu'à qu'elle soit rentable, on va dire. Alors il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais on va dire que les quelques premiers mois, c'est logique de se dire, il va commencer par semer des choses, il va les faire pousser, il va les entretenir, donc il va travailler avant de commencer à vendre le premier légume. Donc pour des radis c'est 1 mois, pour des carottes ça va être 4 mois, pour des poireaux ça va être 1 an. Donc on peut se dire que les 6 premiers mois, voire 9 mois, on va dire, il ne va pas être forcément rentable. Que donc il va pouvoir se payer avec ses droits CEDIC s'il en avait, s'il a été salarié avant. Et qu'à partir de là, son chiffre d'affaires, il va se reporter sur les mois suivants. Et qu'à partir du moment où il aura suffisamment de chiffre d'affaires pour se payer lui, il s'émancipe des droits CEDIC pour créer sa propre activité. En tant que salarié, c'est d'un point de vue administratif, purement administratif, en tant que salarié de Champs des Possibles. Donc le chiffre d'affaires rentre sur Champs des Possibles, et ensuite, avec ce chiffre d'affaires-là, le couvé en est responsable de ce chiffre d'affaires-là. Et avec ça, il va devoir payer ses charges de production, on va dire, à la ferme qui l'accueille. Donc payer des graines, payer des semences, payer du gasoil, de l'énergie, de l'électricité, payer une part de l'utilisation du matériel, on va dire. Payer aussi donc son salaire, ses cotisations sociales, parce qu'il aura un statut salarié, donc il a des cotisations sociales assez fortes, mais en même temps, ça veut dire qu'il recrée des droits au chômage, c'est-à-dire qu'il a le droit, il cotise pour la retraite, il cotise pour tout ça, contrairement à le mode paysan, on va dire en général. Et aussi une contribution coopérative, je crois que c'est 10% aujourd'hui du chiffre d'affaires qu'il fait, qui permet en fait de financer une partie de Champs des Possibles, et qui redonne en fait derrière tout l'accompagnement qui est fait par Champs des Possibles, qui a deux côtés. L'accompagnement vraiment purement administratif, où il se sert du numéro de SIRET, tout ça de Champs des Possibles pour avoir son activité. Et surtout il accompagne aussi humainement, donc il y a régulièrement un salarié de Champs des Possibles qui vient le voir, qui va l'accompagner sur la relation qu'il a avec son tuteur, sur l'avancée de son projet, sur les différentes formations qu'il faudrait qu'il fasse pour aboutir à son projet final, pour que ça se passe bien et pour qu'à la fin de la couveuse, que ça débouche sur un vrai projet, on va dire. Et le deuxième mode d'espace test qui existe? Okay. Donc le deuxième mode, c'est l'autonomie. Donc ça, c'est le plus répandu en France. On le pratique aussi à Champs des Possibles. Pour nous, dans l'idéal, pour quelqu'un qui ne va pas s'installer sur la ferme sur laquelle il travaille, qui va bien vouloir s'installer tout seul derrière, c'est d'avoir une phase d'immersion où il va être au contact perpétuel de paysans qui ont de l'expérience pour apprendre son métier, et faire une dernière phase qui serait, pour nous une phase c'est 1 an, c'est forcément une saison complète, qui serait en autonomie, où là en gros il disposerait de terrain, de matériel, de la surface de serre qu'il lui faut, qui lui permet en fait de gérer tout seul son exploitation. Donc de voir concrètement qu'est-ce qu'il est capable de faire tout seul après l'avoir fait aux côtés de quelqu'un qui sait déjà le faire, qui va peut-être un peu s'appuyer dessus et pas justement avoir bien la vision totale de tout ce qu'il veut faire, de ce qu'il a à faire, je veux dire, sachant que c'est le but de tous les tuteurs de le rendre indépendant, mais que c'est pas forcément évident quand on travaille avec lui. Donc là c'est vraiment, on lui alloue, 1 hectare de terre, 1000 m² de serre. Il a toujours sa commercialisation qu'il a créée ou qu'il a récupérée de la ferme où il était, donc une AMAP en général. Et derrière, donc pendant 1 an, il s'assume un peu tout seul, et là il se rend compte vraiment de ce qu'il est capable de faire, de ce qui lui manque pour être vraiment 100% capable de s'installer à son compte. Mais c'est un peu une phase de finalisation. Et en même temps, la plus grosse demande des porteurs de projets aujourd'hui qui arrivent, c'est plutôt l'immersion, dans le sens où ils arrivent, ils sortent de l'école, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre et qu'ils ne seraient pas capables de faire l'autonomie tout de suite. Donc l'idéal pour nous, 1 an en autonomie, 1 an en immersion avant une installation, mais la logistique fait que c'est compliqué à avoir. Et du coup, ici pour l'instant, vous êtes 3 associés et 3 couvées. Mais vous avez vocation à grandir sur la ferme de l'Envol, donc ce serait quoi votre objectif? Aujourd'hui, on a 53 hectares. L'objectif, c'est de monter à 75 hectares pour assumer un peu toutes les productions qu'on voudrait avoir. En gros, une 40 hectares de prairies pour les animaux, entre 10 et 15 hectares de céréales, pour faire du pain principalement. Et pareil, entre 10 et 15 hectares de maraîchage, légumes de plein champ, sous serre et un peu tout le maraîchage diversifié, on va dire. Donc pour tout ça, en gros, nous, notre projet, c'est d'être environ 6 maraîchers associés, d'avoir 2 paysans boulangers et aussi transformateurs laitiers. Le but, c'est d'avoir des brebis pour du lait et des vaches pour du lait, enfin pour des produits laitiers, on va dire. Donc voilà, on va voir un peu, ça dépendra des personnes en fait qu'on va rencontrer, de leur aspiration, de leurs envies, de se dire en gros, il y a un éleveur, un transformateur, ou alors il y a 2 éleveurs transformateurs ou 2 paysans boulangers. Voilà. En tout cas, c'est ça le but, c'est qu'on soit une dizaine d'associés dans quelques années. Et pour nous, la couveuse, c'est justement le moyen d'acquérir ces associés-là, en fait, de se tester à travailler ensemble.
Donc c'est vraiment la liberté totale pour les uns et pour les autres de travailler ensemble et de pouvoir arrêter aussi la collaboration en cas de conflit, en cas de problème, en cas de non, au cas où ça ne matche pas, on va dire. Voilà. Mais surtout le jour où on décide de s'associer, d'être vraiment en connaissance de cause et de se connaître suffisamment bien pour savoir pour les porteurs de projets qui nous rejoindraient ou pour nous, de savoir si vraiment on est capable, on est compatible, on va dire, pour s'associer ensemble, quoi. Et du coup, justement, vous avez un modèle d'association qui est plutôt innovant. Vous êtes à la fois une SCOP et à la fois une SIC. Donc, est-ce que ça, tu peux nous expliquer votre montage et pourquoi vous avez fait ce choix-là? Qu'est-ce que c'est une SIC et une SCOP déjà? Alors la SCOP, c'est Société Coopérative Ouverte de Production. En tout cas, il y a d'autres termes, mais moi, c'est l'appellation qui me plaît le plus, on va dire. Et la SIC, c'est Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Donc la SCOP, c'est détenu en majorité par ceux qui travaillent dans la SCOP. Et ça permet en gros de ne pas avoir un patron et des salariés, mais d'avoir des associés qui sont tous à égale responsabilité, on va dire, de portage de l'entreprise. On peut dissocier les choses, on peut être chacun responsable de différents ateliers sur la ferme, mais en tout cas on est tous dirigeants d'entreprise, entrepreneurs, salariés, voilà, le mix un peu entre les deux. Sachant que l'objectif de tout ça, c'était double. C'était d'un côté de donner un statut aux futurs paysans qui veulent s'installer qui soit un peu plus attractif, on va dire. Dans le sens où aujourd'hui, on n'installe pas ou très peu de fils de paysans. En tout cas, ils n'ont pas besoin de nous pour s'installer. Et donc, on installe plutôt des néo-ruraux qui ont en général une vie précédente au moins d'étudiants, voire de salariés. Et que partir du principe salarié, on va dire avec des droits sociaux, avec des temps de travail raisonnables, on va dire, même s'ils peuvent être assez élevés, mais relativement raisonnables et pas des 90 heures par semaine. Pour nous, la coopérative, c'était un peu ça, c'était avoir la responsabilité de l'entrepreneur et avoir en même temps les droits acquis du salarié. Donc cotiser à la retraite, cotiser à la reconversion professionnelle pour que si au bout de 10 ans, pour des raisons soit physiques, soit d'envie, on a envie de changer de métier, que ça soit possible, alors que pour un paysan aujourd'hui ça paraît difficile, une fois qu'on a investi dans une ferme, qu'on a les emprunts sur le dos, se dire bon ben voilà, je suis un peu pieds et mains liés. En plus si j'arrête mon activité, c'est possible, j'ai le droit à rien, j'ai pas le droit au chômage, j'ai le droit à rien. Donc c'est un peu compliqué. Donc notre but c'était bien sûr que ça soit plus confortable pour les paysans, mais surtout l'objectif derrière c'est surtout de donner envie à des gens de faire ce métier là et que ça soit pas un sacrifice, on va dire, quand on a une famille, quand on a tout ça à assumer, que ce soit pas un sacrifice de se dire bon je vais foutre en l'air ma vie, mais si j'ai envie de faire ça, je vais être paysan et je vais prendre des risques. Si ça se passe bien, ça sera super. Si ça se passe mal, je suis dans une merde noire, quoi. Donc protéger un peu ça. Mais le pendant de ça aussi, c'est de se dire qu'un des problèmes de l'agriculture aujourd'hui, surtout en Île-de-France et dans tous les endroits où il y a des enjeux de foncier, c'est la capitalisation un peu de l'outil de travail. C'est que en gros là demain par exemple les GAEC c'est très intéressant. C'est ce qui nous motivait un peu au début de faire une ferme collective. Par contre, à qui appartient l'outil de travail? Deux associés en GAEC qui aujourd'hui se séparent. En général, si ça ne se passe pas dans la façon idéale, il faut partager l'outil de travail, quoi. Donc s'ils se séparent chacun en voulant garder leur activité, il faut couper la ferme en deux, ce qui est quand même compliqué. S'il y en a un qui veut partir et l'autre qui veut rester, celui qui doit rester doit racheter des parts à l'autre. Donc racheter des parts, s'il y a de la terre en propriété, ça commence à devenir un peu énorme. En général, c'est pas forcément le cas, c'est plutôt des locations. Mais par contre, tout le matériel et tout ça, c'est soit divisé en deux, soit racheté, donc ça peut vraiment poser des soucis. Et surtout, c'était un peu l'idée de se dire pour les paysans, je gagne pas grand chose, j'ai pas de droits sociaux, je cotise très peu pour la retraite et ça, mais ce qui fait que j'arrive à m'en sortir à peu près aujourd'hui pour un métier qui n'est pas toujours rentable. Par contre, arrivé à la retraite, qu'est-ce que je fais, quoi? Arrivé à la retraite, j'ai créé ma ferme, j'ai créé en maraîchage, c'est pas excessif la capitalisation, mais ça peut quand même prendre un peu un tournant, surtout si on développe un peu le maraîchage. En céréales, par contre, il y a des hectares de terre, il y a des bâtiments, des choses comme ça, et si j'ai pas trop bien gagné ma vie, toute ma vie, que j'ai pas beaucoup cotisé à la retraite, si j'ai pas gagné assez, on va dire, pour cotiser de façon privée, et que de l'autre côté, j'ai capitalisé beaucoup, le but derrière, c'est de le revendre au plus offrant, on va dire. Et en gros, dans la région, le plus offrant, si on a 50 ou 100 hectares ou 150 hectares avec des bâtiments, ça va peut-être le voisin céréalier qui a déjà 100, 200, 300 hectares qui s'en sort bien, on va dire, qui peut se réendetter lui pour acheter plus, que le jeune néo-rural qui veut s'installer, faire un projet collectif, faire de la paysan boulanger, faire des choses comme ça, qui n'aura pas forcément les moyens de le faire, quoi. Donc c'était un peu pour nous c'est gros avantage pour le paysan, il va devenir un peu avec des droits sociaux avantageux,
Petit inconvénient, il va décapitaliser, mais pour nous c'est pas un inconvénient, c'est surtout ce qui permet que les fermes elles durent. Et notre ferme aujourd'hui, on l'a créée sous cette forme-là en se disant on va pas mettre que les paysans autour de la table pour créer cette ferme-là, on va mettre tous ceux qui profitent de cette ferme-là, donc tous les citoyens autour, tous ceux qui vont manger nos alimentations, tous ceux qui vont bénéficier du paysage, tous les hommes politiques, par exemple l'agglomération, qui vont porter un projet qui va être plutôt valorisant pour leur territoire. On les met tous ensemble autour de la table pour créer cette ferme, mais nous, on est paysans, mais on va pas se barrer avec une partie de la ferme quand on partira à la retraite, quoi. On va laisser cette ferme-là, on met des parts sociales dans la SCOP. Quand on repart, on récupère nos parts sociales et un jeune arrive pour nous remplacer, repaye ces parts sociales-là, 10 000 € à peu près, c'est ce qu'on a décidé aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'idée de transmissibilité un peu infinie et de ne pas se dire comme le modèle familial où ça se divise entre les enfants, ou le modèle un peu je pars à la retraite, je revends au voisin, celui qui a le plus d'argent tant qu'à faire pour qu'il me paye correctement. Sortir un peu de ça pour se dire on peut créer des fermes collectives, par contre il ne faut pas se dire après elle appartient à la personne qui y travaille. Tant qu'elle y travaille, elle profite de l'usage de cette ferme-là, elle en tire son revenu et tout ça. Par contre, une fois qu'elle doit partir, c'est quelqu'un d'autre qui peut le remplacer sans qu'il y ait des endettements sur des millions d'euros encore, quoi. Et donc après nous, notre montage il est un peu spécial. On a fait SCOP et SIC ensemble parce que justement on voulait lier tout le monde, mais on voulait garder l'autonomie paysanne. Donc on a créé la SIC pour créer tout le monde, tous les partenaires, tous les distributeurs, l'agglomération, j'espère la région et le département qui vont nous suivre, l'État qui pourrait nous suivre aussi. Voilà, mettre tous ces gens-là autour de la table pour créer une entreprise ensemble. Et en gros le gros enjeu qu'on avait c'était de créer la ferme avec des gros investissements pour monter des serres, pour monter des bâtiments, pour monter des étables, des choses comme ça. En gros on part d'un terrain nu. Ce qui est un gros handicap. Aussi on peut se le permettre justement parce qu'on n'est pas tout seul et qu'on met tout le monde dans la boucle. Et qu'aussi bien nos Amapiens, les citoyens autour, les associations environnementales, les élus, tous les distributeurs qui ont envie d'avoir nos légumes pour faire leur commerce derrière, pour gagner leur vie derrière, des distributeurs, des transformateurs tels que sont les cuisiniers, des choses comme ça. Tout le monde est intéressé, tout le monde pense que c'est l'intérêt de créer des fermes comme ça et tout le monde est prêt à y mettre un peu sa responsabilité en argent, on va dire qu'ils vont mettre un peu dans le capital, mais aussi prise de risque potentiel de s'engager avec nous, de nous suivre, d'être solidaires, d'amener des parts de cerveau, de réflexion, de leur expérience de manager, d'entrepreneur et tout ça. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de tout ce projet-là. Et l'articulation entre la SIC et la SCOP, c'est vraiment la SCOP, c'est la production. Et la SIC, elle achète à la SCOP le prix que ça coûte de produire les légumes. Donc on assure le revenu des paysans, on assure les investissements qui sont liés vraiment directement à la production, qui sont le petit matériel, les tracteurs, les machines à récolter, des choses comme ça. Et après par contre tout ce qui est trop lourd pour être porté par l'économie des paysans dont je parlais tout à l'heure, qui est en gros 10 000 € de part sociale qu'ils amènent à la base, où les banquiers n'ont pas forcément accepté de faire des emprunts à ces gens-là. Par contre, ils acceptent de faire des emprunts à une plus grosse société quand surtout l'agglomération est là, quand tout le monde est là pour valider un peu les emprunts, pour cautionner un peu les emprunts. Donc ça permet d'un côté de faire les gros investissements sur la SIC, les petits investissements sur la SCOP, d'avoir un échange économique qui se passe en production qui part de la SIC vers la SCOP, de la SCOP vers la SIC, je veux dire qui est acheté par la SIC au prix de production, et ensuite prix de production qui est pas lié aux gros investissements, on va dire, qui est lié aux petits investissements et aux frais de production momentanés, on va dire. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut juste revendre un petit peu plus cher les légumes et les produits agricoles en général pour rembourser les emprunts sur les gros investissements et là arriver au vrai coût de production qui engendre tous les frais qui sont liés à la production. Et surtout l'intérêt de ça, c'est que c'est les mêmes personnes qui vont amener de l'argent pour permettre de créer la ferme et qui vont acheter les légumes pour permettre de les rembourser. Donc en gros, on peut discuter avec eux du coût de production, donc des choix stratégiques qu'on a sur la ferme pour les coûts de production, qui sont un peu notre responsabilité à nous, mais au droit de regard d'eux aussi, qui sont quand même directement liés à ça. Et ensuite derrière, de se dire, bon les gars, on a acheté 2 € le kilo de carottes, il faut qu'on le revende 2,50 € à nous-mêmes, on va dire, c'est eux qui décident même de leur prix, c'est pas ils négocient avec des paysans le prix au plus bas possible, machin, c'est pour que la ferme soit rentable, il faut qu'on leur paye eux à 2 € et que nous on se le rachète à 2,50 € pour qu'on puisse avec les 50 centimes payer les emprunts pour les serres, pour les bâtiments, tout ça qui permettent de créer ces légumes-là. Donc c'est la responsabilité un peu partagée par tout le monde qui nous paraît importante pour répondre aux enjeux actuels, de se dire il faut développer ça à grande échelle. Si on compte juste sur des gens un peu vaillants, un peu aventuriers, porteurs de projets qui vont par-ci par-là, et ça se passe fortement en ce moment mais pas encore suffisamment rapidement, créer des projets en portant tout sur leur épaule, on pense que ça va pas aller assez vite par rapport aux enjeux qu'on a aujourd'hui. On peut espérer que dans 10 ans, si on n'a pas fondamentalement changé les choses, on arrive vers des basculements, enfin tout le climat, toutes les choses comme ça dont on peut parler, où on se dit que ça ne sera pas réversible, quoi. J'ai lu que vous voulez vous verser des salaires entre 2000 et 2500 € net. On a 2650 aujourd'hui. Et c'est déjà le but, c'est déjà accompli dès la première année, quoi. C'est quasiment impossible, quoi. En général, les premières années, tu te payes pas, quoi. Moi, ma première installation, pendant 5 ans, on a tiré 0 € de la ferme. On a fait que investir, et on avait chacun un boulot à côté, en fait. Mon collègue était céréalier en plus, et moi, j'avais un boulot à côté, un boulot salarié à côté, quoi. Donc, c'est de sortir un peu de ça. Après, ce qui nous oblige à nous payer 2650 €, c'est la convention collective à laquelle on a adhéré. En gros, notre convention collective,
qui nous permettait d'accéder à un statut où on est bien entrepreneur salarié, où en gros on n'a pas trop d'incidence sur le temps de travail, temps de vacances, ça on peut décider vraiment nous-mêmes de ce qu'on fait. C'est un statut au forfait jour, on va dire, cadre au forfait jour, même au forfait annuel il me semble, si je dis pas de conneries. Voilà, en tout cas qui nous permettait de ne pas être contraint par le droit du travail sur nos horaires de travail, de faire ce qu'on a besoin de faire au moment où on a besoin de le faire, pas être obligé de travailler 90 heures par semaine, mais pas être empêché non plus de travailler plus d'heures que les 35 heures ou 39 heures ou, voilà, du cadre légal ou même celui des heures sup maximum, quoi. Et donc la convention collective à laquelle on a adhéré, le truc c'est que pour elle, ce poste-là c'est un poste à responsabilité et qu'en gros le barème pour eux du salaire minimum arrivait à 2650 €. Mais en général ce statut-là c'est fait sur une ferme par un chef de culture, des choses comme ça, donc il va y avoir un chef de culture, beaucoup de salariés plutôt exécutants, et donc on peut avoir des salaires assez bas pour les exécutants et des salaires plus élevés pour le chef. Nous on veut pas ça, on veut le salaire identique pour tout le monde. Mais le salaire minimum auquel on a le droit c'est celui-là, et en même temps ça ne nous a pas paru délirant, pour nous 2000 € c'était un minimum, dans le sens où pour vivre en Ile-de-France, pour qu'il y ait des gens qui aient d'autres ambitions, qui aient une famille, qui aient envie aussi de partir en vacances 3 fois dans l'année, qui aient de se payer un loyer, des choses comme ça, moins de 2000 € ça ne me paraît pas possible. 2500 € c'était l'objectif qu'on avait à la base, et 2650 c'est ce à quoi on est arrivé par les conventions juridiques, on va dire, pour cadrer dans le cadre légal. Voilà. Ce qui ne nous a pas dérangé non plus, mais voilà. Depuis le début, en tout cas, dans notre budget prévisionnel, il y a ça. Et l'objectif, c'est de le maintenir. Et ça ne paraît pas complètement délirant pour un métier quand même très engageant. Quand on compare un peu avec nos AMAPiens, par exemple, dans le système des AMAP, on peut discuter ensemble de la rémunération du paysan. Et quand on disait aux citoyens, on va dire, qui étaient amapiens, on leur disait, nous, en gros, si on avait gagné un SMIC, on sera déjà super content, parce que voilà, c'est dans l'agriculture en général, c'est un peu difficile de ça. Ils disaient, mais je comprends pas, les gars, c'est comment vous faites pour vivre avec un SMIC, quoi. Alors, bien sûr, vous pouvez habiter sur la ferme, vous pouvez fabriquer une cabane, une maison, machin, vous pouvez avoir une maison qui appartient à la ferme et tout ça, faire payer tous vos frais par la production de la ferme, mais c'est pas ça le but, quoi. Le but pour nous, c'est d'avoir un salaire correct, de vivre correctement, de pas avoir justement tous les avantages, de se dire on va pas payer notre gasoil, pas payer notre téléphone, pas payer notre machin, parce que c'est la ferme qui va le payer et rentrer ça dans les frais de production. C'est-à-dire non, d'un côté il y a vraiment les frais de production purs, de l'autre côté il y a la rémunération honnête du paysan qui permet qu'il vive correctement et qui permet surtout de donner l'envie à des gens responsables, responsables de famille, responsables eux-mêmes, faire des économies, pouvoir avoir une vraie vie économique un peu similaire à celle des autres secteurs d'activité, pour donner envie justement à plein de gens de faire ce métier-là, quoi. Et donner la possibilité, quoi. Pas seulement l'envie, les gens ils l'ont l'envie, après s'ils disent oui mais demain si je fais ça je gagne 1200 € par mois alors que j'ai encore un crédit sur une maison, j'ai 3 enfants dont certains qui sont commencés à faire des études, je dois les aider, c'est pas possible si je gagne un SMIC, donc je ferai pas ce métier-là parce que économiquement c'est pas possible pour moi. Donc c'est d'enlever un peu cette chose-là, sachant qu'en plus on a décidé d'avoir un système de salariés qui nous fait cotiser au régime général. Parce qu'on aurait pu se dire aussi, moi dans mon ancien système, je cotisais très peu, mais je gagnais suffisamment d'argent pour me dire je vais prendre une assurance privée. Après, est-ce que c'est le mode de société dans lequel on a envie d'aller, d'avoir des assurances privées pour le chômage, pour la retraite, pour la reconversion professionnelle, pour tout ça. Voilà. Soit on va dans ce système-là, on va devenir tous privés, tous sur les entreprises privées, la sécu, tout ça, ça disparaît. Soit on se dit non, on va tous faire un peu notre part des choses, et on va tous cotiser correctement pour avoir tous les droits sociaux qui se maintiennent, pouvoir continuer à payer les retraites, pas faire des réformes en permanence qui baissent un peu les droits et tout ça, quoi. Donc c'est économique, c'est politique, c'est global, et ça bénéficie un peu à tout le monde, quoi. Ouais, complètement. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu constates justement que ce modèle-là, ça donne plus envie du coup maintenant, en effet, de devenir agriculteur, paysan ? Quand je disais tout à l'heure, pour rentrer aujourd'hui comme associé sur la ferme de l'Envol, il faut mettre 10 000 € de part sociale. Si on a un salaire suffisamment élevé, on peut se dire que le jeune qui a l'ambition, qui a l'envie, qui a toute l'énergie qu'il faut pour le faire, mais qui a 0 argent de côté, qui n'a pas des parents pour le soutenir, des choses comme ça, il peut venir aujourd'hui avec 0 € et s'installer en tant que paysan. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Quand j'ai fait mes études de paysan en BTS, on m'a expliqué en gros qu'est-ce que tu veux faire. Je sais pas trop, j'aimerais bien peut-être être paysan, mais non, oublie. Il y a 20 ans, on me disait paysan, oublie, il faut être fils de paysan. Aujourd'hui, l'évolution c'est la concentration des fermes de plus en plus grosse. Donc si toi tu t'installes avec tes petites économies, aucun banquier te prêtera de l'argent. Et si tu n'as pas une richesse personnelle, en gros tu pourras pas acheter un terrain, tu pourras même pas accéder à la location de terrain parce qu'il y a déjà des gens plus ambitieux que toi qui ont les dents longues et qui veulent ces terrains-là. Donc en gros c'est pas possible. Le système des AMAP a rendu les choses possibles, mais à une échelle assez restreinte. Maintenant, si on veut le développer plus largement, on a besoin un peu de ce système-là, je pense, pour arriver à démultiplier, à rendre un peu exponentiel les choses, tout en gardant le côté artisanal des choses, quoi. Et pas en se disant, on va fonder, c'est des grands financiers qui vont faire ça, qui vont faire des grosses fermes, qui vont recruter des salariés, qui vont les faire bosser un peu à la chaîne. Voilà. Garder le côté artisanal, tout en démultipliant les choses pour répondre un peu aux enjeux et pour répondre à une demande de production, on va dire, assez élevée, en gardant les côtés éthiques de la production, le respect du sol, l'agriculture biologique dans le bon sens du terme et pas dans un système un peu industrialisé de plus en plus, dévoyé, qui pour l'instant tient encore la route en France, mais qu'on pourrait imaginer dans le futur, si on voulait aller vers ça, que ça pourrait partir dans un sens ou dans l'autre, quoi. Ok.
Pour résumer en quelques mots, la structure juridique sous forme de SIC modifie totalement les rapports entre les habituels clients, distributeurs ou consommateurs, qui deviennent alors de véritables partenaires de la ferme. Et forte de cette association, la ferme, appuyée de ses associés publics et privés, peut donc financer de lourds investissements, tout en assurant ses débouchés et donc ses revenus. Ce modèle tout à fait innovant vise aussi à faciliter l'installation de néo-paysans comme Florian, qui est le plus jeune de la bande. Alors on va le retrouver à côté de ses brebis. Du coup Florian, toi tu es couvé ici sur la ferme de l'Envol. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et quel a été ton parcours pour t'amener aujourd'hui ici à la ferme de l'Envol? Donc moi j'ai 20 ans, j'ai fait un bac STAV dans la Beauce. Un bac STAV, c'est un sciences technologie de l'agronomie et du vivant. Donc c'est tout ce qui touche à la nature, aussi bien sur un peu les animaux suivant la région, les grandes cultures et aussi après tout ce qui est gestion de la nature, l'eau, la forêt, etc. Puis par la suite j'ai fait un BTS production animale en alternance dans une exploitation en vache laitière en AOP Camembert. Et donc du coup après j'ai été recruté à la ferme de l'Envol pour développer la partie élevage sur la ferme, donc atelier foin, élevage de brebis, etc. Voilà. Et donc toi tu as 20 ans. Pourquoi aujourd'hui tu veux faire ce métier-là, toi? Qu'est-ce qui te donne envie et qu'est-ce qui te motive à faire ça? Et moi c'est depuis tout petit, mes parents ils m'ont emmené à la ferme, je sais pas, j'avais peut-être 3 ans, 4 ans et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc j'ai toujours cherché à aller dans cette voie-là. J'ai beaucoup été dans des fermes quand j'allais en vacances, etc. Voir à droite à gauche ce qui se faisait, notamment à la montagne, quoi, et puis un peu en Normandie, tout ça. Et puis après mes stages, je les ai orientés tous dans l'agricole, donc en allant du maraîchage à l'attraction animale, au centre équestre, enfin voilà, un peu touché à tout. Et puis donc l'élevage c'est resté mon principal objectif. C'est vraiment ma passion, les animaux. Et donc du coup c'est pour ça que je me suis orienté vers un BTS production animale. Et donc dans l'objectif d'aller sur la ferme de l'Envol, puisque dans le parallèle Laurent m'en avait parlé, qu'il y avait ce projet qui se faisait. Et puis après à terme peut-être refaire autre chose à côté ou rester ici, suivant ce que l'avenir me décide. Donc toi tu es couvé avec la couveuse agricole, les champs des possibles. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement d'être couvé ici? Et du coup c'est pas mal de liberté si j'ai envie de dire, parce que j'aime pas trop être salarié, tout ça. Enfin, j'aime bien faire ce que je veux quand j'en ai envie, entre guillemets. Donc voilà, quand je vois qu'il y a quelque chose à faire, j'ai pas envie d'attendre le jour prochain pour aller le faire, quoi. C'est maintenant ou jamais. Sur la ferme, du coup, il y a beaucoup de dialogue, donc ce qui permet de dire ah ouais, j'ai vu ça à faire, bon, il faudrait peut-être le faire. Bon, donc tout le monde est au même niveau, chacun propose ses idées et puis on définit les priorités ensemble. Il y a vraiment pas de patron qui dit on fait ça tel aujourd'hui et si toi tu vois autre chose de prioritaire, il n'y a rien. Donc déjà ça c'est un gros point pour moi. En plus on est vachement écouté, peu importe qui pose une question ou propose quelque chose, on est hyper écouté et donc du coup tout est mis en place ou expliqué pour que ça fonctionne au mieux, quoi. Et donc toi, même du haut de tes 20 ans, tu es sur un pied d'égalité avec les autres associés de la ferme ici. Oui, mine de rien, ça fait un petit moment que je baigne dans le monde du travail quand même, avec mon apprentissage, tout ça. Et puis, j'apporte autre chose à la ferme par rapport à tous les autres qui sont maraîchers. Moi, avec mon expérience en grande culture, sur tout ce qui est travail du sol ou des choses comme ça, j'apporte un plus que eux ont un peu plus de mal ou gèrent moins. Aussi sur la partie communication, sur Instagram par exemple. Non mais du coup oui, je suis sur le même pied d'égalité que tout le monde et j'apporte toute ma connaissance dans les animaux, dans les grandes cultures. Et puis eux en échange sur le maraîchage, ils m'enseignent leur connaissance à eux. Okay. Voilà. Donc oui, après, là, je vais avoir 50 agnelles en avril. De là,
soit je mets un bélier dedans, le troupeau tout de suite, et comme ça j'aurai des petits à l'automne suivant. Soit je le mettrai le bélier à l'automne pour les avoir au printemps 2022 du coup. Et elle, tu vas en faire quoi du coup? Ouais, je vais les garder. Je vais essayer de les familiariser au maximum. Ouais. Et puis en fait, elles vont guider un peu le troupeau. Comme après, c'est que des agnelles qui arrivent. Elles vont les rassurer, elles vont savoir que voilà, ici, elles savent qu'ici c'est cool, qu'il y a à bouffer, que on les martyrise pas, elles savent comment ça se passe. Toi, dans toutes tes expériences que tu as eues, tes différents stages, tu as dit que tu avais testé à la fois des techniques alternatives, comme tu as été sur des exploitations plus conventionnelles. Comment tu as fait ton chemin, toi, dans tout ça? Et comment tu te positionnes par rapport à tout ce paysage divers et varié dans le monde agricole? Et le monde agricole est pas facile parce que quand j'étais gamin, j'étais plutôt ah ouais, les agriculteurs avec leurs tonnes à traiter, ils polluent, etc. Et puis finalement, quand j'ai été voir, et je me suis aperçu que il y avait des anciens qui restaient assez forts sur les doses, mais qu'il y en avait d'autres qui, les plus jeunes notamment, ils vont dans des méthodes alternatives où déjà tout ce qui est agriculture raisonnée en fait, où ils mettent ce qu'il y a besoin au moment où il y a besoin quoi, et pas saucer partout parce que voilà, c'est comme ça que faisait son père et puis voilà. Et que parfois mine de rien, si on veut faire grand, et c'est pas toujours facile de, comme en maraîchage sur une planche, de traiter à l'unité quoi. Et donc il y a mine de rien beaucoup de gens sur la terre, et donc bon voilà, l'agriculture biologique est encore en développement, notamment en grande culture. Donc voilà, il faut pas être extrémiste quoi, il faut comprendre un peu les deux parties et sans se tirer des bâtons dans les roues. Et toi, c'est lequel qui te convient le mieux du coup? Et c'est sur quel modèle que tu te projettes le mieux, toi? Moi, l'agriculture biologique m'intéresse beaucoup, enfin du moins vraiment la plus durable possible quoi. Dans l'élevage, je vois si je peux faire le moins d'intrants possible, c'est le top, tout produit sur l'exploitation. Pas forcément avec un label bio, mais du moins parce que déjà, c'est pas mal de paperasse et tout ça. Et des contrôles supplémentaires qui peuvent un peu être compliqués parfois. Donc du coup, juste rien que déjà en faisant une qualité d'aliments qu'on donne aux bêtes, que les bêtes, on les surcharge pas en concentré et qu'elles pâturent à l'herbe le plus possible. Pour moi déjà on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal, une bonne qualité de viande, une bonne qualité de lait, etc. C'est ce que je ferais si je me réinstallais ailleurs. Essayer de tout produire sur la ferme, de faire un maximum d'herbe, de foin, et puis de laisser prendre le temps aux bêtes de pousser et de faire tranquillement, de grandir tranquillement. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes qui auraient ton âge par exemple, ou qui seraient même au lycée encore, et qui se poseraient des questions sur un avenir dans le monde agricole? Déjà c'est bien, c'est un bon choix. Il faut aller vraiment voir partout, pas rester sur une seule exploitation toute sa vie. Il faut vraiment voir tout ce qui se fait, du bio conventionnel, les méthodes alternatives. Dans l'élevage, tous les élevages, du porc à la vache, à l'équin, au moins ça fait un pied solide à chaque fois quand on te pose des questions. Et c'est ça qui fait un peu ma force aussi, c'est que même malgré du haut de mes 20 ans, comme j'ai vu plein de choses, et si on me pose des questions, je sais répondre. Et donc c'est pour ça, il faut aller voir vraiment tout et le plus possible. Et comme ça, au moins quand on te pose des questions, tu sais quoi répondre. Après, il faut aussi beaucoup pratiquer, je pense. Enfin, voilà. Après, une fois qu'on trouve un peu sa voie, il ne faut pas se lancer tout de suite. Par exemple, l'apprentissage, c'est une bonne voie, quoi. Ça fait aller à l'école, et ce qu'on voit à l'école, on le revoit sur le terrain après avec son patron ou même en classe sur la ferme de l'école. Et donc du coup, ça met un pied dans le monde du travail tout en restant un peu jeune. Donc on peut faire des sorties, tout ça. Mais en même temps, 3 semaines dans le mois ou 2 semaines dans le mois, on va au travail. Donc le matin, on se lève de bonne heure, on va se coucher tard. On suit un rythme. Et donc ça, c'est pas mal aussi. Je vais voir ce qu'il reste à faire avec tout le monde. Et là, il va faire quoi? Là, il va refaire les planches. Donc en gros,
ça va remonter la terre et puis préparer le sol pour avoir vraiment une terre fine. Parce que pour semer, il faut avoir une terre fine pour que le contact entre la terre et la graine soit nickel. Et c'est ce qui fait que l'eau elle passe à la graine et donc du coup elle germe quoi. Et donc là on va essayer de faire la terre la plus fine possible quoi. De mon côté, je vais maintenant retrouver Anaïs qui est en train de préparer les choux pour les amapiens. Comme Florian, elle a commencé par être couvée et elle est aujourd'hui associée à la ferme de l'Envol. Elle va nous en dire plus. Je m'appelle Anaïs, j'ai 33 ans. Après mes longues études, en fait, je voulais faire de la recherche sur le comportement animal, donc la lutte biologique, les insectes, etc. Ça n'a pas fonctionné et en fait, c'est Pôle emploi qui m'a fait un petit bilan de compétences et qui m'a permis de voir qu'en fait, c'était ce métier-là que je voulais faire. Et en fait, on avait accès à des formations pour adultes à ce moment-là. J'avais déjà en tête l'histoire du maraîchage parce que moi, mon objectif principal, c'était de me nourrir toute seule. Je sentais déjà que le monde commençait à partir un peu en live et je me suis dit, j'avais peur de perdre en autonomie. Je me disais comment je vais faire si je sais faire que de l'argent et que l'argent vaut plus rien. Du coup, je suis revenue à l'essentiel en me disant il faut absolument que je produise ma nourriture. Et donc j'avais déjà cette idée, mais je savais pas trop comment rentrer dans le monde agricole parce que je connaissais personne. Et du coup, il y avait une formation à l'Hardy qui était une formation horticole. Et ça comprenait en fait tout ce qui est pépinière, donc production d'arbres, production de fleurs et de plantes vertes. Et c'était chouette, c'était une bonne expérience parce qu'une plante reste une plante, ça nous donnait des bases. Et en fait, là-bas, mon formateur était super et il était vraiment ouvert au stage. Donc, il acceptait qu'on fasse des stages en maraîchage alors qu'on était vraiment orienté plantes horticoles, quoi. Donc, plutôt décoratives. Et c'est là que j'ai fait mon stage chez Laurent. Ça fait 1 an qu'on est installé sur la ferme et donc on est associés, Laurent, Eric et moi. Et donc, je suis associée depuis 1 an. Et juste avant, j'ai passé 2 ans en couveuse chez Laurent. Donc la couveuse, ça permet en fait de tester un peu qu'est-ce que c'est qu'être chef d'exploitation sans être salarié ou alors en stage, parce que quand tu es salarié ou en stage, forcément on te laisse pas voir tout ce qui est un peu... Déjà tu fais des horaires fixes, c'est pas forcément des horaires à rallonge ou le truc annualisé où tu vois un peu la temporalité des saisons, etc. Quand tu es couvé, tu vois vraiment tous les aspects, autant planification des cultures, commande de graines, la compta, vraiment comment être chef d'entreprise. Alors qu'en fin de compte, quand tu es salarié, on te demande d'être super effectif sur une tâche, on te donne des ordres, etc. Là, le couvé, il va suivre vraiment le maraîcher. Tu vas être sous son aile et il va te montrer toutes les ficelles du métier, prendre le temps de t'expliquer. Donc en fait, il y a 2 types de couveuses. Déjà, il y a la couveuse en immersion et la couveuse en autonomie. Moi, j'ai fait de la couveuse en immersion avec Laurent, donc c'est-à-dire que on suit le maraîcher vraiment sur son exploitation au quotidien dans toutes ses tâches. Alors que la couveuse en autonomie, c'est un maraîcher qui te donne une terre vierge avec du matos et puis toi, tu te testes vraiment tout seul à faire ton projet, à créer ton AMAP et à vendre tes légumes. En immersion, moi, ce que j'ai fait, donc, c'est que Laurent m'a cédé une partie de ses parts d'AMAP. Parce que j'ai pas créé d'AMAP, c'était la particularité de ma couveuse. Et donc en fait, mon chiffre d'affaires, je l'ai fait grâce au panier que j'ai vendu aux amapiens de Laurent à la base. Et ensuite, à la fin de l'année, on fait un petit compte des charges d'utilisation de tracteurs, de semences, de gasoil, etc. Ce que j'ai reversé à Laurent pour que je m'acquitte de ma dette. Pour avoir participé à produire les légumes. Donc voilà. Donc en fait, on est vraiment, quand on est couvé, on est vraiment auto-entrepreneur et on se charge vraiment du projet de A à Z. En fait, on se sent responsable, on a un projet qui nous appartient, donc c'est une autre approche en fait, où quand on est salarié, on a tendance à se positionner en tant que main d'œuvre simple, on ne prend pas en main la production de la même manière. Et en fait, à Champ des Possibles, ils nous accompagnent vachement sur ce point où ils nous font faire un budget prévisionnel pour qu'on se rende bien compte des impacts que ça a, de faire tel ou tel choix économiquement et vraiment se préparer à gérer une entreprise avant de se lancer, parce que c'est plutôt ça qu'il nous faut, c'est la vision globale. Et aussi l'anticipation, de se dire
où est-ce que je vais, est-ce que ça va tenir économiquement, les investissements, est-ce que ça va passer, chose que on ne peut pas vraiment appréhender quand on est stagiaire ou alors salarié. Et du coup, vous avez le statut à la fois de salarié et d'entrepreneur un petit peu. Ouais. C'est ça la particularité. Exact, ouais. Ce qui est un peu particulier pour Pôle emploi, c'est qu'ils savent pas trop dans quelle case nous mettre quand on est couvé. Et même des fois, c'est compliqué à comprendre ce second, ce mi-statut qu'on a gardé d'ailleurs avec la ferme de l'Envol en étant une SCOP. On a gardé ce statut de à la fois salarié et à la fois entrepreneur. Et c'est quoi les avantages ? L'avantage, c'est qu'on cotise pour le chômage, pour la retraite. On a des droits de salariés comme n'importe quel salarié. Ce qui fait que nous, cette année sur la ferme, on a vraiment essayé, grâce au collectif aussi, de se tenir à prendre 5 semaines de vacances. Voilà, c'est aussi le but de la ferme, c'est d'essayer d'attirer des gens pour dire non, on n'est pas des chefs d'exploitation qui font que travailler toute la journée, qui n'ont pas de vie, pas de famille parce qu'ils n'ont pas le temps. On essaye d'être des salariés comme n'importe quel salarié. Donc c'est ça l'avantage. D'autant que en fait, l'entreprise appartient à tout le monde, donc on essaye d'avoir une gouvernance horizontale, quoi. Ce qui peut être difficile parfois parce que l'inconvénient, c'est qu'on passe pas mal de temps à s'organiser et à discuter. Là où on pense qu'on peut perdre du temps, mais en même temps, après, dans les champs, on les rattrape largement par notre force de frappe, vu qu'on est pas mal. Et parce que du coup, toi, t'es passé de couver avec Laurent Ouais. à maintenant associé sur la ferme de l'Envol. Ouais. Du coup, ça s'est passé comment ton arrivée et comment tu as rejoint le projet et pour quelles raisons ? Alors, du coup, oui. Donc, j'étais en couveuse chez Laurent. Non, d'abord, je crois que j'ai commencé à faire des stages chez Laurent. Et du coup, ça s'est bien passé entre nous. J'ai commencé à faire un BPRA et j'ai pas quitté la ferme de Laurent parce que j'ai vraiment aimé travailler avec lui. Et en fait, à ce moment-là, Laurent était déjà en train de commencer à concevoir le projet de la ferme de l'Envol. Et il savait qu'il allait devoir avoir pas mal de gens pour démarrer, quoi. Il faudrait des associés qui puissent commencer le projet rapidement. Et il m'a demandé à ce moment-là de le rejoindre en tant que couvée pour tester. C'était plutôt couveuse en vue d'une association. Donc en fait, je suis rentrée en couveuse pas pour apprendre et partir, mais pour apprendre à se connaître, à travailler ensemble et voir si ça marchait bien pour pouvoir voir si on pouvait s'associer. Qu'est-ce qui m'a attirée dedans ? Déjà, moi j'ai adoré la manière de travailler de Laurent. Et puis en plus, c'est quelqu'un de très très pointu dans le métier. Et à la fois, il est super exigeant dans ce qu'il fait. Les légumes étaient magnifiques. Il était super optimisé sur sa ferme. À la fois, je trouve qu'il y avait un bon équilibre entre les machines et le manuel, ce qui faisait qu'on ne se cassait pas le dos à vouloir absolument tout faire à la main. En même temps, il y avait l'efficacité des machines, mais ni trop peu, ni pas assez. Tout ça dans une bonne ambiance. Ce que j'aimais aussi chez lui, c'était l'esprit vraiment paysan, si tu veux. C'était sa vie, elle se passe à la ferme et donc il y avait une sorte d'intégration entre on rentrait dans sa vie de famille, le côté amical et en même temps le côté travail, ce qui fait qu'il y avait des moments où on travaillait à donf et puis d'autres moments où on pouvait se détendre et faire autre chose. Enfin, nos journées étaient... j'ai aimé vivre, c'était plus une vie de paysan qu'un métier à part entière. Et donc on mélangeait un mode de vie à un métier. Donc j'ai rejoint progressivement le projet comme ça. J'ai passé 2 ans en couveuse chez Laurent, mais on était rythmé par des réunions régulières pour la conception de projet. Donc mes 2 années de couveuse, c'était vraiment la conception entière du projet, où on se réunissait avec Marie, notre chef de projet qui travaille à Ferme d'Avenir, pour tout prévoir, le budget prévisionnel de la ferme, imaginer tout le matos dont on aurait besoin, designer la ferme. On avait le terrain vide et on devait imaginer où est-ce qu'on mettrait les serres, où est-ce qu'on mettrait les tables, tout imaginer de A à Z. Donc ça a été ultra enrichissant. Et j'ai vraiment de la chance d'être arrivée à ce moment-là du projet parce que pour moi, je venais de découvrir le métier et en même temps, j'étais déjà intégrée à un projet hyper passionnant parce que en fait, Laurent m'a dit, oui, si tu veux intégrer une ferme qui peut faire maraîchage, élevage, pain, le rêve de tout le monde, quoi, de se dire qu'on peut produire tout ce qu'on peut,
je sais pas comment dire, tous les produits avec lesquels on peut se nourrir, à être complètement autonome sur une ferme, qui en plus des concepts d'éco-construction, agroforesterie, enfin voilà, et se dire en plus qu'il imaginait qu'on puisse changer de poste également, par exemple qu'on aide à l'élevage, qu'on aide à la boulangerie, donc en fait apprendre un tas de métiers dans une seule ferme, chose qui plaît je pense à beaucoup de gens parce que moi c'est ce qui m'a plu dans ce métier, c'est d'être vraiment dans la polyvalence quoi, parce que on n'a pas envie de s'ennuyer à faire la même chose toute sa vie, et là c'était le côté enrichissant d'un collectif, plein de personnes différentes. Moi ce qui m'a plu aussi c'était un peu le défi du collectif, parce que j'ai l'impression que c'est un peu notre futur, il est censé se passer comme ça. On est je sais pas combien sur la planète, donc essayer d'imaginer qu'on fera tous notre business de notre côté, c'est complètement illusoire. Et donc je pense que il faut qu'on réapprenne à vivre ensemble, parce qu'on travaille trop pour soi, et on ne sait plus en fait comment accueillir l'autre et faire sa place parmi un groupe, tout ça, pour moi c'était un enjeu important. Et alors ça se passe comment? C'est quoi aujourd'hui, après quasiment un an du début? Quel feedback de justement l'expérience du collectif? Alors après un an, on est vraiment au début du travail. Déjà la première année, c'est de se rendre compte qu'on n'était plus des individus, parce que finalement il y avait Laurent qui venait de sa ferme, qui avait été pendant 15-20 ans seul chef d'exploitation. Eric c'était pareil, et moi j'avais appris à travailler avec Laurent. On a vu qu'on avait quand même pendant mes années de couveuse bien travaillé sur l'aspect communication, comment se dire quand il y a un problème, ne pas laisser pourrir les choses. Et en fait quand on s'est mis tous ensemble, on a accueilli Yvan aussi, donc on était 4. On a vu que en fait on savait pas travailler ensemble. Donc c'était une année sur le collectif un peu laborieuse, parce qu'en plus on était débordés par l'installation. On mettait le collectif un peu en second, en se disant le collectif c'est travailler à plus pour travailler plus, mais on n'avait pas encore, je pense, réalisé l'importance de s'organiser, se parler. Donc en fait on faisait jamais de réunion, ou presque pas, pour vraiment mettre les choses à plat, même au niveau entente, pas que organisation du travail. Et du coup, c'était pas une année évidente. On a mis le collectif de côté. Là, le fait qu'on ait accueilli de nouvelles personnes cette année et qu'on soit 6, ça nous oblige vraiment à nous organiser. Donc là, c'est les prémices de nos réunions d'équipe. C'est ok, il va falloir de temps en temps qu'on se dise où est-ce qu'on en est les uns avec les autres, qu'est-ce qui t'a contrarié, qu'est-ce qui a fait que... Parce qu'on voit très bien que rapidement, quand on est humain, quoi, on peut pas être des machines qui font juste un travail et qui se disent toi tu fais ça et tout ira très bien. Forcément, on a chacun aussi nos niveaux d'avancement, nos vexations, nos expériences passées, qui fait qu'on interprète aussi les choses d'une certaine manière, nos besoins de reconnaissance, de place dans le groupe. Tout ça, c'est des choses hyper complexes à gérer, et en fait, on se fait accompagner par la Manufacture Coopérative. C'est un organisme qui accompagne les collectifs et qui nous aide aussi à faire le point. On se fait des petits séminaires annuels pour essayer de déjà construire une charte, savoir où est-ce qu'on veut aller, quel type de savoir-être on a envie de voir émerger dans le groupe, quelle ambiance, comment on a envie de se sentir. Enfin, c'est vraiment un travail aussi sur soi, et du coup ça nous force à avancer aussi sur nous-mêmes, quoi. Et du coup, pour les nouveaux qui aimeraient s'associer avec vous, est-ce que justement il y a un screening de personnalité ou d'attente pour rentrer dans le collectif? Justement, il n'y a pas longtemps, on s'est fait une réunion avec Laurent et Eric, donc les associés, pour voir un peu quel type de profil on voulait. C'est vrai que jusque-là, on ne l'avait pas fait. Et donc, c'était un peu compliqué, parce que peut-être qu'on n'avait pas les mêmes exigences. Donc, on s'est fait toute une petite liste, effectivement, de savoir-faire, de savoir-être, etc. On a mis des notes d'importance à chacun. On a vu qu'il y en avait certaines qui convergeaient, et ça nous a rassurés, parce que c'est vrai que c'est important qu'on aille tous dans la même direction, qu'on veuille les mêmes choses. Donc globalement, il n'y a rien d'étonnant, quoi. C'est de l'intégrité, du sérieux, un peu, enfin quelqu'un de responsable, parce qu'on a besoin aussi de s'appuyer les uns sur les autres, vu que c'est un très très gros projet, il y a beaucoup de responsabilités. Et en fait, déjà, je vois que porter ça à 3, c'est déjà difficile. Et donc, on a besoin de gens sur lesquels on puisse compter, qu'en même temps qu'ils soient convivial, qu'on ait cet aspect aussi, parce qu'on est aussi amis, quoi, d'une certaine manière. On a besoin de se sentir bien dans le groupe. De la bienveillance, ça s'est sorti énormément.
De la tolérance, c'est sorti aussi, parce que c'est vrai que dans un groupe, on a besoin de l'esprit d'équipe, être un peu attentif aux autres, pas laisser les autres en difficulté. On parlait aussi plutôt d'humeur, de stabilité dans l'humeur aussi, parce que c'est pas forcément évident quand les autres font vivre au collectif des sauts d'humeur, etc. Donc c'est des exemples de critères qu'on a mis en avant. Et une petite dernière question, comment tu te projettes du coup sur le lieu et quelles sont les prochaines étapes pour toi et pour la ferme de l'Envol ? Comment je me projette ? Je me projette sur presque toute ma vie à la ferme, j'espère. Normalement, j'aurai ma maison sur la ferme aussi. J'aimerais bien qu'on... là, les prochaines étapes, donc on vient d'accueillir les brebis. On avait déjà le maraîchage. Prochaines étapes, plantation d'arbres aujourd'hui. Bientôt la boulangerie. J'aimerais plus tard, je me vois comme quelqu'un qui connaît plein de métiers, qui va un peu à droite à gauche, qui apprend de ses collègues. Comme ça, je me sentirais plus enrichie. J'espère moins de démarches administratives, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on est à Donf. Vu qu'on vient de s'installer, il y a beaucoup, tout le temps de démarches, de réunions de projets, etc. Donc on perd un peu pied sur l'activité. Moi, personnellement, en tout cas, je me sens comme ça. J'ai l'impression que je perds pied sur l'activité, sur le jardin, en fait. On est beaucoup chef d'entreprise. Il faut mettre beaucoup de choses en place, mais plus tard, j'espère que on sera un collectif équilibré, où on pourra aussi faire beaucoup de fêtes, d'événements. Là, c'est vrai qu'avec les histoires de Covid, on n'a pas pu faire d'inauguration, d'accueil à la ferme, où en fait, tous ceux qui nous accompagnent sont très demandeurs de voir le résultat, de qu'est-ce qui se passe, la progression. Et en fait, ici, pour l'instant, on ne peut pas faire ces événements. Il nous manque encore des moments de rassemblement. Du coup, de grands projets et de beaux projets en perspective pour toi sur la ferme. Mais c'est marrant d'ailleurs que tu te projettes du coup toute ta vie, tu dis, sur la ferme. Et pour quelqu'un de 30 ans, ça peut paraître, je trouve, assez atypique aujourd'hui. Puisque finalement, dans les gens que je rencontre, souvent, ils ne se projettent pas à plus de 5 ou 10 ans sur le même lieu. C'est encourageant et en même temps, tu sais un petit peu, toi, pourquoi t'expliques ça ? Je dirais que c'est par la définition du projet même déjà. En fait, vu que je pense qu'il va prendre au moins 10 ans à être un embryon de projet déjà, parce que j'imagine pas, la boulange, ce sera peut-être dans 3 ans, admettons. L'étable, on a les brebis, mais on n'a pas l'étable, donc on peut pas encore faire le fromage. Ça, je sais pas non plus, ça se trouve dans 5 ans, on va savoir. Et encore, à ce moment-là, on aura à peine recruté tout le monde, on n'aura pas eu le temps de voir les arbres pousser. J'ai l'impression qu'il faut toute une vie pour vraiment voir le projet éclore dans son ensemble. Et moi, vu que j'étais au début, j'ai envie de voir à quoi il va ressembler à la fin. Et en plus, le fait d'imaginer que je vais habiter là, que j'aurai eu le temps de... Je sais pas, c'est la définition du projet même en fait qui me plaît et qui me donne envie de voir le début et la fin. Et c'est vrai que si ça avait été un autre projet moins ambitieux, j'aurais pas imaginé toute ma vie à la ferme. Merci beaucoup en tout cas, Anaïs. Avec plaisir, merci à toi. C'est la fin de ce 5e épisode des Mains dans la Terre. Un épisode un peu plus long que d'habitude et un peu plus riche certainement aussi. Finalement, un épisode à l'image du collectif, j'ai envie de dire. Merci beaucoup à la ferme de l'Envol de m'avoir accueilli pendant 2 jours pour découvrir leurs beaux projets. Merci à Laurent, à Florian, à Anaïs, à Eric, Théo, Yvan, Maxence et Ly de la ferme et aussi à Sophie de Ferme d'Avenir. Tout comme disait Anaïs, je pense que l'une des réponses pour relever les défis à venir est dans le collectif. Pour revenir à une agriculture nourricière et locale, avec des fermes diversifiées et inclusives, incluantes et formatrices, la force du collectif est une solution. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre 5 étoiles. Le partage collectif m'aidera aussi à faire connaître le podcast. Merci et à bientôt.